Bonjour Romain Bonjour. d'Acceptio, bienvenue sur la chaîne de Webalab. On est très content de t'avoir aujourd'hui avec nous. On va parler aujourd'hui d'Acceptio. On va revenir sur l'article sur le comment optimiser ce CMP, où je disais que moi personnellement j'étais favorable à bloquer la navigation. Ce à quoi sur Twitter on a discuté sur le fait que c'était pas dans votre ADN. Donc on aimerait bien avoir ton point de vue, on aimerait bien savoir pourquoi c'est pas dans votre ADN. Je suis avec Valérian et Aristide, mes deux comparses de Hello. Webalab, qui vont amener aussi un petit peu leur grain de sel. Donc pour démarrer, on va te laisser te présenter Acceptio. Tu vas nous dire à peu près, voilà, qu'est-ce qu'Acceptio, pourquoi aujourd'hui à qui tu t'adresses, pourquoi prendre Acceptio. Donc je te laisse la parole. Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir sur votre chaîne. Je suis ravi de participer à ce débat et pour permettre aux auditeurs de nous découvrir, Acceptio, c'est une CMP qui permet de recueillir le consentement des internautes sur le site internet et qui assure en fait la traçabilité de la preuve de consentement afin de garantir la conformité RGPD du site. Ok. Euh, sur, euh, sur vous, vous visez quel client avec votre solution? Alors, je sais qu'on en a discuté un petit peu en off. Vous visez pas forcément les clients avec des forts modems publicitaires parce que votre solution n'est pas compatible avec le framework IAB. Alors, pour ceux qui Ouais. connaissent, sont pas à l'aise avec le framework IAB, c'est un standard de la pub pour vulgariser un petit peu, qui est obligatoire par certains acteurs de la pub pour afficher de la pub personnalisée. Donc vas-y Romain, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un positionnement que beaucoup ne comprennent pas. Comment une CMP aujourd'hui peut refuser de se conformer au TCF, le Transparency and Control Framework, qui est voilà, la partition à laquelle sont arrivés les différents acteurs de la tech. On le fait pas parce qu'en fait, bon, déjà, il faut savoir que le TCF, il oblige et il force un certain nombre de critères d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que le choix doit être immédiat, les catégories, elles sont fixées, la liste des vendors, elle est nécessairement composée des vendors qui vont profiter du consentement de l'internaute. Et donc, ça, c'est des choses qui entrent en collision avec notre philosophie et notre vision de la CMP. On a testé, hein, je vous dis en connaissance de cause, hein, on a payé nos 1 200 € d'adhésion pour pouvoir avoir notre CMP ID. On l'a fait pendant un an. Et puis en fait, on s'est aperçu que ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Et même pour pouvoir avoir la validation, il fallait qu'on fasse un screencast de notre solution, qu'on envoie à l'IAB pour qu'ils valident qu'on respectait l'UX qu'ils imposaient. Oui. Donc, Acceptio, notre principal critère de différenciation, c'est l'UX. Donc à partir du moment où on fait de ça notre positionnement, on ne peut pas se conformer décemment à ce framework-là. Et tu me posais la question de nos clients. En réalité, c'est vrai que aujourd'hui, on n'a aucun mal à admettre qu'on n'est pas la CMP pour les médias. On n'est pas la CMP pour les gens qui monétisent leur audience à travers de l'enchère, de la régie programmatique, etc. Pourquoi? Parce que le fonctionnement même de ces réseaux repose sur l'immédiateté de l'emplacement publicitaire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir placer dans les premières millisecondes de chargement de la page un encart. Et ça, chez Acceptio, on pense que c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Donc, quand on a un site internet pour promouvoir sa marque, quand on a un blog ou quand on a un site vitrine, un site e-commerce, on n'a pas cette vocation à présenter de la publicité dans les premières millisecondes d'affichage de son site. Et c'est pour toutes ces entreprises-là, pour toutes ces entreprises qui ont un site internet pour se faire valoir, que on pense qu'il y a un créneau pour une CMP qui met en valeur le site internet sur lequel elle s'affiche. Et ce que je trouve le plus tragique en fait dans cette histoire, c'est que ceux qui souffrent le plus en termes d'image et de qualité perçue, ce sont les publishers, ce sont les médias. C'est-à-dire que les règles sont imposées par les intermédiaires, les intermédiaires, les annonceurs, les régies, les réseaux, les SSP, etc., qui poussent en fait une règle du jeu en disant si tu veux gagner de l'argent avec nous, voilà ce à quoi tu dois te conformer. Et qui c'est qui se prend des pains dans la gueule à longueur de journée sur les réseaux? C'est les médias. C'est le site du Monde, c'est Webedia, c'est Ouest France, c'est machin. En gros, j'ai vraiment la sensation que les médias sont pris entre le marteau et l'enclume
et en fait font face à une réalité économique compliquée où ils doivent payer des équipes, des journalistes, etc. Et sauf qu'en fait, ils font ça en desservant l'expérience utilisateur de leur lectorat. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment pris dans une espèce de situation vicieuse, d'un cercle vicieux comme ça. Et c'est pour ça que voilà, nous on espère, à travers notre approche, effectivement tourner autour de l'UX et penser sur le lectorat en premier, quoi, l'UX, l'expérience utilisateur de l'utilisateur final. On espère apporter une forme de comment dire, une petite lumière qui dit oh les gars, il y a un chemin par là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que tu dis, bon, après, on pourrait faire un débat d'une heure sur la réaction des premières CMP où tout le monde a été pris de court et a découvert la notion de consent wall ou de cookie wall le 1er avril en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là alors que bon, c'était une faille énorme par le Conseil d'État et même la CNIL ne sait pas par lequel bout le prendre. Le continuer sans accepter, pareil, j'ai vu des articles qui disaient oui, mais regardez les mauvais élèves, il y a plein de mauvais élèves, alors que c'est la page 10 de la recommandation de la CNIL sur CNIL.fr. C'est vrai qu'elle se contredit, cette recommandation, mais en même temps, quand on a un prof qui donne une solution, c'est pas la faute de l'élève s'il l'applique, c'est plutôt la faute du prof. Donc je pense qu'ils ont laissé deux, trois ouvertures, et bah forcément, le continuer sans accepter, enfin, il y a plein de solutions. Alors, vous avez une solution de test AB avec votre solution Acceptio? Ouais, alors c'est une solution, comment dire, qui est pour ainsi dire rudimentaire, dans le sens où quand vous créez vos configs de CMP Acceptio, en fait, vous avez la possibilité d'en créer plusieurs, disons version française, version anglaise, version allemande, mais vous pouvez aussi créer une version A, une version B, une version C, et avec un algorithme en JS, faire un petit round robin et puis venir dispatcher les différentes versions. Et on en revient encore à la preuve de consentement dont on a parlé au départ. Nous, on vient stocker cet identifiant de version dans la preuve. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire, tiens, telle version, elle a plus performé en termes de wording que la version B, par exemple. Et on est capable comme ça de faire de l'A/B testing. En revanche, ça n'est pas une solution d'A/B testing avec la logique de dépose d'un traceur, puisque là, on parle simplement de je vais randomiser l'affichage de ma CMP en fonction des internautes. Ce qui vous permet de ne pas demander le consentement pour faire un test AB. Ce qui, des fois, revient dans le débat en disant, mais comment ça se fait que des solutions type ABTesty ou Chameleon, je crois, ne puissent pas demander de consentement et pas des solutions d'ABTesty. Bah, c'est là qu'il y a une petite solution technique qui n'a pas de traceur en fait. J'avais envie de rebondir sur ce que tu disais sur la partie A/B testing et la partie justement multi-pays, etc. Ça amène un peu au point de quelle est la différence entre votre solution gratuite et la solution payante. Quelles sont les features du coup qui sont intégrées? Est-ce que la version d'A/B testing est payante? Qu'est-ce qui est intégré dans la version gratuite et payante aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a une version gratuite qui est limitée non pas en termes de nombre de déclinaisons, etc., mais qui est limitée en termes de nombre de vendors que tu peux déclarer dans une config. Parce qu'en fait, on part du principe que une majorité de sites sur Internet, et ce qui constitue pour moi la richesse d'Internet, c'est-à-dire le user-generated content, etc., les blogs, etc., sont des sites sur lesquels on va déposer deux cookies, max, un Google Analytics, un Facebook Pixel et encore. Et ce qu'on voulait faire avec la version freemium, c'est permettre à la grande majorité des sites qui apportent un contenu un peu naïf sur Internet, c'est-à-dire sans avoir une velléité de monétisation ou une commerciale derrière, on voulait leur donner une solution, une CMP qui soit 100% dans les clous et qui leur permette d'être serein en se disant voilà, j'ai mon Google Analytics, je l'ai configuré dans Acceptio, j'ai lancé le tag quand j'ai reçu le consentement et puis je suis conforme. Et donc les limitations, elles sont aussi d'ordre graphique, puisque comme vous l'avez vu, nous on a un widget qui est très coloré avec des persos, etc. Dans l'offre gratuite, on conserve un style reconnaissable et propre à Acceptio. Parce qu'évidemment, le deal, c'est que nous, ça nous génère de la visibilité. Donc l'offre gratuite, elle sert aussi à nous faire connaître. Et donc voilà, ce qui n'est pas négociable entre guillemets, c'est la charte graphique, qui elle est par contre sur l'offre payante complètement paramétrable. C'est-à-dire que si vous voulez pas les cookies mignons, si vous voulez pas les couleurs, etc., vous pouvez rhabiller le widget comme vous le souhaitez.
changer les border radius, le padding, le machin, tout ça pour coller à votre charte graphique. Cela dit, je fais une toute petite parenthèse, mais la personnification des cookies à travers les illustrations et le ton décalé qu'on emploie servent vraiment la conversion et l'opt-in. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont défacé notre module. Ils ont enlevé les couleurs, ils ont enlevé les icônes, ils ont changé le texte en mettant un truc du style « les cookies sont des petits fichiers que nous stockons sur votre ordinateur » et qui ne convertissent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le juriste qui a pondu un texte et qui a dit à son équipe marketing « tiens, tu mets ça là ». Et alors, ce texte, tout le monde s'en fout, ça veut rien dire, parce que le juriste, il comprend pas les implications techniques qui sont derrière. Et puis, vraiment, c'est un tue-amour, quoi. Et c'est complètement fou de se dire que les marques passent à côté de l'opportunité d'avoir ce premier contact avec l'internaute, parce que là, on est vraiment dans le cadre du premier contact, c'est-à-dire que j'ai un contenu, hop, j'ai un widget qui pop et qui prend la parole et qui te dit « Hey, est-ce que tu veux un cookie ?» C'est presque la carte de visite. En fait, mais exactement. Et quand tu vas dans un magasin, quand tu vas dans une boutique de prêt-à-porter et que tu as un vendeur qui vient te voir en disant « Ouais, est-ce que vous voulez un petit conseil ?» etc. On est dans la même démarche, en fait. On est dans la personnification. Et c'est là où je pense qu'on a été pas mauvais, c'est qu'on est arrivé à créer vraiment un cookie qui personnalise et qui personnifie cette interaction-là et qui sert en fait la marque qui l'installe sur son site. Bon, fin de la parenthèse, désolé pour le... Mais justement, moi, quelque chose qui m'intéresse dans cette parenthèse, c'est le fait que vous ayez remarqué que avec votre charte graphique qui est un peu colorée, qui change un peu, le fait d'avoir attesté que c'était mieux que sans. Est-ce que ça a été A/B testé ? Est-ce que vous avez des clients où vous avez mis justement l'un avec la charte graphique un peu marrante et une autre version où il n'y aurait pas justement ? Ouais, tout à fait. On l'a fait sur plusieurs clients qui se plaignaient de mauvaises performances de conversion. En fait, on est intervenu en leur disant, bah, grosso modo, ce que je vous ai dit là, hein, c'est-à-dire, les gars, franchement, votre widget, il est dégueulasse, donc si vous voulez, on repasse dessus. Et alors, c'était pas vraiment de l'A/B testing au sens où on a fait deux versions en parallèle, mais par contre, on a remplacé une version par l'autre et on a pris plus 10 ou 15 points de conversion sur ces cas-là. Alors, c'est un sujet que je lance comme ça, mais je serais très curieux de voir dans les années à venir quelle sera la position de la CNIL et puis même RGPD en général sur ce genre de bandeau avec une UX sympa. Parce que sur le fond, je te rejoins à 200% sur le fait que c'est le premier truc que tu vois en tant qu'internaute quand tu arrives sur un site et que ça doit être partie prenante de l'UX de ton site. Est-ce qu'à un moment donné, alors la plupart des gens maintenant sont habitués à se prendre les énormes cookie walls, etc. et ça gave tout le monde, y compris Madame Michu, hein, et c'est vraiment le sujet. Et je te rejoins complètement, mais je serais curieux de voir si un jour ce sera légiféré finalement. Alors, il y a un élément de réponse. Il y a un élément de réponse dans le e-privacy, dans le projet d'e-privacy. Parce qu'il y a un terme qui a fait son apparition. Et attention, c'est user-friendly. C'est pas anodin, c'est hyper important. C'est pas du tout anodin. C'est pas du tout anodin parce qu'en fait, je pense que le législateur, a compris une partie de son erreur qui remonte originellement à 2013, hein, parce que le péché originel, c'est 2013. Hein, c'est les bandeaux cookies qui servaient à rien. Qui voulait rien dire, parce que de toute façon, il n'y avait pas de consentement, donc il n'y avait aucune action possible, c'était juste, tiens, au fait, on va déposer des cookies. Ok, good to know, quoi. Et voilà, donc ce truc-là, je pense que le législateur a compris que de jouer la carte du sérieux, attention, c'est votre vie privée, ça dit attention. Non, en fait, les utilisateurs qui sont sur Internet, ils vont pas sur Internet pour lire des contrats. Et donc, je pense que la mention de user-friendly dans le prochain projet e-privacy, c'est fondamental. Et nous, ça, comment dire, c'est une rampe de lancement quoi, pour Acceptio, cette mention. Pour finir de présenter ta solution, ce qu'on se disait un petit peu en off, c'était vous n'êtes pas compatible à MP aujourd'hui. Forcément, vu ce que tu nous as dit pour les médias, c'est pas forcément quelque chose dans votre roadmap, je suppose. Ouais. Ok. Non, c'est pas du tout dans notre roadmap. À savoir qu'à MP, de toute façon, alors à ma connaissance, il y a quasiment aucune, enfin il y a très peu de solutions qui sont compatibles. On va pas citer les concurrents d'Acceptio, mais j'en ai une en tête. On peut, je crois qu'il y a Didomi et Ubenda qui sont compatibles à MP. Et pour faire du OneTrust très régulièrement, ça c'est censé marcher sur le papier, dans la pratique.
Ouais. Voilà. Bah, après, enfin, c'est un peu antithétique, quoi. C'est-à-dire que AMP, c'est Accelerated Media Page, et le principe, c'est de fournir un contenu qui soit débarrassé de tout le chrome qu'il y a autour, quoi, débarrassé des encarts, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu l'antithèse d'AMP d'avoir une CMP. Et de toute j'ai du mal à façon, considérer que ça puisse marcher ensemble. et c'est ça. Et de toute façon, le statut du consentement sur AMP, alors j'ai pas la prétention d'y avoir passé 200 heures, mais c'est flou de chez flou, de chez flou. Bah, comme tout ce qui touche au consentement chez Google, en fait, hein, et aux données personnelles, aujourd'hui, le flou, c'est la règle. Hein. Ah ouais, complètement. Et puis on est dans un environnement qui est ni chez le publisher, ni chez Google, un peu entre les deux, dans le cache, etc. Et par nature, c'est délicat. C'est très particulier. Pour avancer, on parlera du consentement AMP. Je pense que ça peut intéresser des gens. Et par contre, ce que tu me disais, c'est que vous êtes compatible app mobile. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, on est en cours d'implémentation chez un client à nous. On a développé 2 SDK, SDK iOS natif, SDK Android, qui proposent d'ailleurs une expérience de recueil de consentement qui est différente de celle qu'on propose en web. C'est à noter. On a d'ailleurs travaillé sur les gestures, on a travaillé sur la présentation des différents écrans de consentement en cards. Contrairement aux widgets qu'on a aujourd'hui, parce qu'on pense que c'est important d'avoir une UX qui est adaptée. Et on attend encore quelques semaines avant d'ouvrir à notre base utilisateur, mais ça ne saurait tarder. Tiens, on va pas digresser sur le sujet Zap, mais par curiosité personnelle, c'est quelque chose qui s'intègre avec Firebase /GA4 ? Alors, pour le coup, sur la partie SDK, on n'a pas du tout creusé les intégrations. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le SDK qu'on a livré, si vous voulez, il présente une API qui permet de savoir si on a le consentement pour tel ou tel vendor, et après charge au développeur de venir déclencher ces codes de manière à la suite, quoi. Ouais, okay. Ça suffit. Bon, derrière, il y a une petite moulinette qui va aller récupérer la donnée qui est exposée, pousser ça à Firebase et c'est fini, quoi. C'est ça, un peu de spaghetti code côté client et c'est bon, quoi. Nous, on avait, pour reprendre un petit peu ce que j'avais mis dans mon article et ce qui est partagé par Valérian Aristide, en tant qu'analyste, on a un vrai sujet avec GA qui est que la première page vue porte plein d'infos intéressantes, notamment l'information de source. Et quand on paye son trafic, quand on fait de l'acquisition de trafic, un analytics, c'est fait pour mesurer ses actions marketing. Une définition de Google Analytics, ça peut être ça, si on veut la vulgariser. Quand on met 100 balles sur AdWords tous les jours, et même toutes les heures, on a envie de savoir combien de personnes viennent. Et si on n'a pas le consentement dès la première page, c'est ce que j'expliquais dans mon article, la deuxième page, en fait, va remonter son référent, donc la page précédente, va nous remonter que c'est du direct. Ça va pas nous remonter que c'est de l'AdWords. Et si on a mis des UTM, tout ça, les gens qui nous disent savent que c'est normalement, mais si on a surchargé la source, il nous faut cette première page. Et la solution de bloquer la navigation au consentement à la première page, pour nous, elle est hyper importante pour avoir une information de qualité. Sinon, en fait, l'information, on va peut-être l'avoir si on a le consentement à la deuxième page, et d'ailleurs, on va peut-être ne pas l'avoir, mais même si on l'a, elle va être dégradée et elle va être inutilisable, parce que va y avoir des sujets, on va même pas pouvoir faire d'attribution, puisque l'information n'existe pas. On va pas du tout savoir piloter un petit peu les actions marketing. Voilà, donc on a vraiment beaucoup d'informations sur cette première page, et là, on avait un désaccord, c'était... votre solution, déjà, alors pour expliquer un petit peu à ceux qui n'ont pas vu, elle met un petit peu de temps à se déclencher, c'est-à-dire qu'on voit la page et la CMP apparaît au bout de quelques secondes, ou je pense que c'est paramétrable, enfin je crois que c'est paramétrable. Ouais, c'est paramétrable, mais effectivement c'est réglé par défaut à 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Et derrière, elle n'est pas du tout obligatoire, elle bloque pas du tout la navigation. Et nous, on est parfaitement conscients de ce sujet-là chez Acceptio, et je peux vous dire qu'il nous travaille, et c'est une espèce de vrille qui tourne dans notre tête à longueur de temps. C'est, voilà, depuis que Google Analytics est clairement pas exempté de consentement, merci la CNIL, depuis qu'on doit... reconnaissons le coupable. Oui, Depuis qu'on a ça, voilà, la page d'atterrissage, on peut plus poser le tag Analytics, et donc on va perdre la data.
Et si on a une CMP non bloquante, ce phénomène va s'amplifier. Il y a deux sujets, en fait, par rapport à ça. Le premier sujet, c'est est-ce qu'on peut légitimement conditionner l'accès à un site au consentement de l'internaute, ou en tout cas à un choix de l'internaute. Parce que là-dessus, c'est un positionnement plutôt philosophique, dans le sens où moi, je considère Internet comme une place publique, où en fait, à partir du moment où mon lien est accessible par une URL, qu'il est crawlé par des moteurs de recherche, que j'ai un aperçu qui est disponible dans Facebook quand je partage mon lien, etc. Lorsque l'internaute va cliquer sur un lien hypertexte qui amène à mon contenu, ce lien hypertexte, il amène à mon contenu. Il amène pas à une CMP. Parce que là, en fait, on est en train de pervertir un peu le contrat du web. Le contrat du web, c'est j'ai un lien hypertexte, je clique dessus, j'arrive sur le contenu. J'ai pas une page interstitielle qui vient interrompre mon flux de navigation. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train d'écrire un papier là-dessus avec Christophe Landa, notre avocat. Pour moi, en fait, les autoroutes de l'information, on a gardé que les péages. Vous voyez? On est en train de pervertir et de changer un petit peu le modèle d'Internet. Et je pense que nous tous, autour de cette table-là, cette table virtuelle, on a tous aimé cet Internet-là, où en fait les choses étaient libres et accessibles, et le savoir et l'information appelait l'information. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de casser ça avec justement cette logique de walls, que ce soit le cookie wall, que ce soit le consent wall, on est en train de casser cette dynamique-là, et on est un peu en train de casser Internet. Donc ça, c'est le premier point, c'est un point plutôt philosophique sur lequel, qui correspond à notre approche. Nous, en tant que CMP, notre valeur, notre philosophie, c'est de faire en sorte que le web reste un endroit agréable où on ne soit pas, constamment en train de négocier avec des entreprises le transfert de nos data. Deuxième point, c'est effectivement la réalité économique et des sites internet qui, comme tu l'as dit, font de l'acquisition, dépensent de l'argent pour faire venir des leads sur leur page internet et veulent savoir, en fait, veulent connaître leur ROI. Et ça, en fait, je dirais qu'encore une fois, un peu comme dans le cas du TCF et des éditeurs qui sont entre le marteau et l'enclume, là, en fait, les analystes sur les sites web sont pris en étau entre, d'un côté, un régulateur aveugle des réalités d'un métier, que les agences SEO, SIA, des boîtes qui ont passé peut-être 10 ans à créer des dashboards sur la base des data de Google Analytics, qui ont créé un business model, qui payent des salariés à faire des reports toutes les semaines ou tous les mois à leurs clients pour leur dire tiens, vous êtes là en termes de positionnement de machin. Donc on a d'un côté le régulateur qui tient pas compte de cette population-là, et puis de l'autre on a un espèce de fournisseur omnipotent qui est Google, qui ne fait pas entre guillemets l'effort de jouer le jeu de l'exemption de consentement, etc. Et on se retrouve dans une situation où la seule solution qui nous reste, c'est d'exiger le consentement. C'est d'exiger en tout cas la prise de parti de l'internaute. Donc, encore une fois, je comprends la réponse et je comprends ce qui consiste à mettre en place un consent wall. Qu'est-ce qui peut pousser à mettre un consent wall? Mais le problème, c'est que c'est un peu céder au chantage, quoi. C'est un peu céder au chantage et pervertir et dégrader l'expérience utilisateur sur Internet. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, c'est quelque chose qui nous travaille beaucoup en ce moment. On débat en interne de manière quotidienne et omniprésente sur cette question-là. Donc, on est nous-mêmes, on est en train de se poser la question. Est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde? Est-ce que c'est pas c'est une volonté d'être le chevalier blanc qui va nous perdre ce système-là? Donc, on se remet en question et d'ailleurs en fait je profite de cette interview pour annoncer une nouvelle feature qui va sortir dans quelques semaines, qui est un consent wall. Mais un consent wall contextuel. Pourquoi? Parce que dans le même ordre d'idée que aujourd'hui demander un consentement dès l'arrivée sur le site, ça n'a pas forcément du sens. Demander un consentement lorsque l'internaute est véritablement engagé dans le contenu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah t'as passé 10 secondes sur cette page, c'est que ça doit t'intéresser. Donc tu peux au moins nous dire si tu es d'accord ou pas. C'est la moindre des choses. Et cette approche-là, cette communication-là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a bien compris le problème de la page d'atterrissage. On sait que perdre cette page d'atterrissage, c'est perdre
60% du knowledge qu'on a sur la visite. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que lorsque l'internaute arrive sur une page d'atterrissage, on garde Acceptio tel qu'il est, c'est-à-dire sans consent wall, etc., en mode widget. Pour les internautes qui n'interagissent pas avec le widget, lorsqu'ils cliquent sur un lien sortant, c'est-à-dire un lien qui les amène vers une page produit, vers une autre page du site, etc., à ce moment-là, on fait popper un consent wall qui bloque la navigation. C'est-à-dire qu'on lui dit, OK, on t'a donné ce que tu voulais. Tu as cliqué sur un lien hypertexte, tu es arrivé sur notre contenu, tu as lu notre contenu. Maintenant, tu veux aller plus loin. On est content que tu veuilles aller plus loin parce que c'est pour ça qu'on fait un site. Mais on a besoin de savoir si tu es d'accord pour qu'on te trace. Voilà. Et cette feature-là, on pense qu'elle peut réconcilier notre vision, notre philosophie avec les attentes des clients les plus pointus en matière d'analytics. Ok, donc en gros, dans votre solution, on aurait vraiment tous ceux qui vont faire une navigation. On perd quand même les rebonds par rapport à un consent wall complet qui là va être pas exhaustif parce que les gens peuvent toujours refuser et ceux qui font un rebond, peut-être qu'ils refusent un peu plus que les autres ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Mais on a quand même un début de solution pour la deuxième page. Qu'est-ce qui a amené à la deuxième page et on a la source. Donc on résout quand même un petit problème. C'est ça. C'est super. Dans ce que tu présentes, on perd les rebonds. On perd les rebonds un peu secs de ceux qui visitent que la première page. On a quand même les engagés, donc ça résout une partie du problème. Je vais pas dire tout le problème. Je pense que les gens qui mettent beaucoup d'argent dans AdWords, tout ça, ils vont avoir besoin, mais à la rigueur, pourquoi pas, ça peut être un test AB entre deux types de CMP, un blocage, un non-blocage, pour savoir est-ce que les leads convertissent plus, parce que aussi, ça, Valérian connaît un peu plus que moi la conversion des leads, mais faut jamais entraver l'utilisateur quand on lui demande « Ah, tu veux un prêt immobilier ?» ouais, mais accepte les cookies d'abord. Là, on part déjà sur un mauvais point, donc ça peut être intéressant à tester. Je vais laisser Aristide, Valérian, vous avez sûrement des questions par rapport à ça. Ouais, par rapport à ce que tu disais, Romain, moi, il y avait un point que je trouvais assez intéressant. Alors moi, en fait, plus largement sur ces histoires de débat sur les CMP, les cookies, etc. Moi, il y a quand même un truc qui me gêne un petit peu fondamentalement. Évidemment, je défends mon bout de gras, je défends l'analytics, mais c'est que, alors pas spécialement sur Acceptio, mais sur les ergonomies qui sont imposées par la CNIL, c'est qu'on a un peu tendance à mettre tous les cookies dans le même panier. Ouais. Et je me souviens, quand RGPD est sorti, il y a un auteur qui s'appelle Thomas Begdal, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous invite très fortement à lire son blog. Il avait écrit un papier où en gros, il n'y avait pas du tout de CNIL, de machin, etc. En plus, il est danois, un pays qui est très très strict sur ces sujets-là. Et en fait, lui, il avait dit, moi, j'ai pris RGPD et j'en ai pris mon interprétation de Google Analytics. Et il avait fait un GA anonymisé, avec un opt-in dur, etc. Et franchement, on pouvait lire son truc, je suis pas juriste, mais on pouvait lire son truc dans tous les sens, ça passait. Et la CNIL aujourd'hui dit, non, pas Google Analytics. Alors, on pourrait dire AT Internet, Adobe ou Matomo, hein. Je veux pas défendre que Google, mais je trouve ça dommage de mettre dans le même panier un cookie anonyme, first party, AT Internet, on va dire AT Internet, d'un outil qui ne fait que ça, et dont c'est le métier de faire de l'analytics, qui ne recoute pas ces traitements avec quoi que ce soit, et des data brokers avec des pratiques douteuses. Alors même si, Dieu merci, les cookies third party se font couper la tête, et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, et je trouve, alors moi je parle encore de Madame Michu, mais que pour le grand public, ça donne pas une super image des outils d'analytics. Voilà. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, et là-dessus, on s'inscrit complètement dans ce discours, dans le sens où aujourd'hui, on souffre vraiment de cette espèce d'amalgame qu'il y a, où le cookie, en fait, et les consent walls et les cookie walls contribuent à dégrader l'image du cookie. Hein. Mais voilà, aujourd'hui, c'est juste vu comme une nuisance. Alors qu'en réalité, le cookie, c'est un outil formidable pour créer une activité sur Internet, pour lancer sa boîte, pour faire du e-commerce, du dropshipping, peu importe. Et malheureusement, effectivement, aujourd'hui, tout le monde fait un peu les frais de ça. Voilà. Et alors, le deuxième point que j'avais par rapport à ça, c'est que si on se dirige vers quelque chose où on est pris vraiment entre deux feux et
on se dirige vers des choses où l'analytics va être bloqué très durement, ou pour reprendre ce que quelqu'un avait dit chez Ouest France, on force les éditeurs à se fabriquer leur propre ad blocker. C'est-à-dire que concrètement, on peut avoir l'avis qu'on veut sur le sujet. À la fin, qui va gagner, c'est Google. Et je suis le premier utilisateur des outils d'analytics. Google avec Flock, avec des données qui se dirigent même plus vers du first party, mais vers des choses qui sont passées dans des batchs, dans des gros batchs de données, parce que Google a la donnée sur les utilisateurs et où ils seront capables de faire des réconciliations. Moi, je suis le premier à avoir hâte d'utiliser ça, bien sûr. Mais je me mets à la place d'acteurs français, de plus petites sociétés, et eux, ils se feront avoir. Eux, ils se feront avoir parce que Google a 3 longueurs d'avance sur la CNIL. Les cookies, ils s'en foutent, Google. On est logué sur leur environnement. Et leur métier, et tant mieux pour eux. Mais je trouve que, je sais pas, dans un intérêt économique, en fait, on donne plus de pouvoir à ces acteurs-là. Et d'ailleurs, l'initiative de France Digital d'aller porter un petit peu cette voie-là en disant il y a quand même des choses un peu anticoncurrentielles qui sont en train de se passer en matière de cookies. Moi, je le vois d'un bon œil. Alors, ça peut paraître complètement ahurissant parce que je défends un web un peu passéiste, etc. Mais je trouve effectivement que la menace que représentent les actions anticoncurrentielles de Google en matière de cookies third party, c'est une menace pour un écosystème beaucoup plus large que la publicité, en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais, oui, j'avais 2 autres questions. Alors là, du coup, ce sera plutôt sur la feature que tu viens de nous annoncer, du coup, en Prime, finalement. Ouais. J'ai 2 questions dessus. La première, c'est qu'est-ce qui se passe, justement. Moi, je pense, justement, je travaille en agence aujourd'hui, donc je pense à des landing pages où j'ai des formulaires. Si j'arrive dessus, du coup, le bandeau ne va pas s'afficher. Est-ce que justement il va passer quelque chose si je veux remplir un formulaire? Quand j'arrive sur une landing page avec un formulaire qui est ultra engageant pour gagner du lead, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la feature va fonctionner? Est-ce que je vais perdre justement complètement la trace du lead? Qu'est-ce qui se passe? Alors, justement, la feature, elle est pensée pour les liens sortants, mais elle est aussi pensée en fonction d'interactions utilisateurs. Parmi ces interactions utilisateurs, dans le back-office d'Acceptio, tu pourras aller déterminer des clics sur des éléments, des submits de formulaires, un petit peu comme tu le fais avec des événements personnalisés sur GTM. Et tu pourras aussi définir une distance de scroll. C'est-à-dire qu'on a pensé aux infinite scroll, même si c'est plus trop la mode. On s'est dit, les sites sur lesquels on passe, on fait 1000-3000 pixels de scroll comme ça, il faut qu'on puisse déclencher un consent wall au bout d'un certain moment. Et donc c'est les 3 critères qu'on a retenus, si tu veux, pour paramétrer l'affichage du consent wall. Et après, sur ton formulaire de lead, ce que tu peux faire aussi, c'est y intégrer une case à cocher de consentement directement dans le formulaire qui pourra avoir un hooks, si tu veux. À partir du moment où la case elle est cochée, tu peux aussi considérer que le cookie en question est actionnable. Ok, d'accord, c'est super intéressant. On a hâte de tester. On a une acceptation des cookies, mais directement par l'utilisateur quand il remplit son formulaire. En fait, il n'y a pas d'interruption. C'est ce que tu es en train de nous dire. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'objectif ultime d'Acceptio, c'est d'arriver à fournir cette expérience-là. Sauf que je vous laisse imaginer la galère que c'est avec toutes les situations hétérogènes qu'on peut retrouver chez tous nos clients. Aujourd'hui, on est installé sur plus de 5000 sites et en fait, il n'y a pas un site pareil. Et ce genre de truc-là, où en gros, on va mettre une case à cocher dans le formulaire qui va pouvoir lancer le cookie, c'est des cas qu'on adore, mais qui restent vraiment très peu nombreux parce qu'ils nécessitent des capacités d'intégration chez le client qui sont assez rares. Mais sur des formulaires à lead, je pense que c'est vraiment bien. Et puis c'est là où, en plus, il y a quand même une question d'argent, donc c'est important. Ouais, tout à fait. Et par contre, là, dans ce que tu me dis, c'est un peu un tout ou rien. C'est-à-dire que tu vas pas accepter vendeur par vendeur. Enfin, je suppose que vous avez un petit lien. Si, en fait, justement, au départ, est-ce que je vous avais partagé quelques mock-ups de ce qu'on avait prévu de faire. Et un des retours que j'ai eu en interne sur ces mock-ups, ça a été de me dire, mais en fait, c'est un peu dommage de tout mettre dans le même sac alors que la seule information dont tu as besoin, c'est Google Analytics. Et en fait, sur la base de ce retour-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu la feature pour que tu puisses avoir différents consent walls en fonction de tes besoins. C'est-à-dire que si tu vas créer un consent wall Analytics qui va popper quand tu vas changer de page. Tu vas pouvoir créer un consent wall CRM, par exemple, quand tu vas arriver sur une page contact, etc., etc. Et ça, c'est
voilà, c'est un ajout qu'on a fait. On s'est dit, on va pas, comment dire, on va pas trahir notre ADN. On va faire un widget contextuel qui va prendre l'écran, mais qui n'affichera que les cookies strictement nécessaires pour ce besoin-là. Paramétrable évidemment. Ça a l'air top. J'avais une autre question, ouais, c'est une super feature et justement en fait ça fait un peu écho à une autre question que je me pose, c'est justement une fois qu'on a mis tout ce paramétrage en fonction des landing pages, en fonction des sites, etc. Est-ce qu'il y a un outil, alors aujourd'hui ou peut-être dans la roadmap d'analytics justement qui pourrait me dire quel est mon taux de consentement par page, quel est mon taux de consentement global, etc., etc. C'est dans la roadmap. C'est aujourd'hui entre les mains de notre CTO là qui est en train de coder tout ça. Pour les techies, l'idée c'est qu'en fait on a aujourd'hui notre stack de preuves de consentement, si vous voulez, et de log CDN qu'on a injecté dans un data warehouse sur Athena. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser la production des statistiques vendor par vendor, site par site, URL par URL, projet par projet. Et tout ça, en fait, on va l'intégrer dans le back-office d'Acceptio, de sorte à ce qu'il y ait un dashboard systématiquement à jour qui présente les nombres de vues, les nombres de consentements, de refus, quels ont été les vendors acceptés, les versions, etc. Donc c'est dans la roadmap. Je ne donnerai pas de délai parce que j'ai pas envie d'être pris à cette promesse, mais voilà, ça sort bientôt. Et vous êtes combien chez Acceptio ? Aujourd'hui, on est une petite quinzaine quand on compte stagiaires et alternants. D'accord, ok. Vous faites du conseil aussi ? Ouais, on fait du conseil, on fait des intés, ça nous arrive. C'est quelque chose qu'on essaye de limiter au maximum, d'autant plus que on a développé un réseau d'agences partenaires qui aujourd'hui nous permettent d'encaisser cette charge-là. On le fait sur des cas qui sont soit techniquement intéressants pour nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose à y apprendre et on sait qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus, soit pour des nouvelles features, soit pour améliorer notre culture et notre connaissance des usages, soit quand le client est hyper touchy, du style il a reçu une mise en demeure et du coup il panique, voilà. Il est un peu stressé. Il est un peu stressé. Ouais. C'est mieux qu'il vous ait directement. On les reconnaît au téléphone, hein, c'est marrant. Quand ils décrochent, on les reconnaît tout de suite. Vous avez versé un colis ? Ouais, vous avez... Ça va aller. Oui, c'est ça. Valérian, t'avais un truc à ajouter, non ? Non, moi c'était bon. Pour moi, c'était surtout. Je te remercie, Romain, Oui. d'avoir On te passé remercie du temps vraiment avec nous. C'est peut-être pas la dernière vidéo qu'on fait avec toi parce que Écoutez, ça se passe bien et on partage quand même pas mal de points de vue. Voilà, comme je disais, on avait plein de questions à poser. N'hésitez pas vraiment dans les commentaires. Nous, ça nous aide. Là, on fait un petit truc. C'est peut-être pas parfait. Vous avez peut-être vu un chat qui est passé. Vous avez peut-être vu 2-3 trucs. On fait de notre mieux. C'est un projet perso. Hein, faut pas l'oublier. On n'a rien à vendre. Donc voilà. Moi si. Hein, mais... Enfin oui, si Romain. mais voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez qu'on refasse ce format. Alors on va peut-être interroger d'autres acteurs. On serait ravis justement de pousser un petit peu ce sujet qui fait pas le 20h dans les médias, clairement pas, mais qui est quand même assez intéressant et assez impactant dans ce qu'on vit pour les professionnels du web. Romain, on te laisse peut-être le mot de la fin. Non, écoutez, moi, à mon tour de vous remercier, hein, c'était très sympa. Je trouve qu'on a pu balayer les différentes visions et philosophies que chacun a sur cette question-là. Donc, moi, je regarderai aussi avec attention les commentaires et les questions et j'y répondrai si c'est des questions qui sont spécifiques à Acceptio. Merci Romain, merci Aristide, merci avec Valérian. plaisir. Et puis on vous dit à très bientôt sur WebAlab. Merci. À la prochaine. Allez.